Smartech sur Vivatech, ça continue, édition spéciale, vous le savez. L'intelligence artificielle, évidemment, énorme sujet sur ce salon, y compris pour les constructeurs automobiles. Pas toujours facile en revanche de s'y retrouver dans les différentes technologies. Alors que font les grands groupes? Eh bien, ils travaillent avec les startups. On va s'intéresser à ce sujet de l'incubation en ouverture de cette édition. Et puis j'aurai le grand plaisir de recevoir Luc Julia. Luc Julia, célèbre directeur scientifique du groupe Renault, célèbre père de Siri, l'assistant virtuel de Apple. Enfin bon, un chercheur spécialisé sur ces questions d'intelligence artificielle. On va prendre un peu de hauteur avec lui aujourd'hui dans Smartech sur ce sujet de l'irruption de l'IA dans tous les secteurs. C'est parti pour ce Smartech spécial Vivatech. On démarre avec l'incubation. Comment miser sur les bonnes startups pour l'IA? Alors l'innovation, ça se fait évidemment avec les startups et l'événement aujourd'hui ici, eh bien, c'était les récompenses de startups qui ont participé à un challenge AI, IA, si vous voulez, comme vous voulez, l'intelligence artificielle pour la mobilité en tout cas. Éric Fintin, vous avez 25 ans d'expérience dans l'industrie automobile, vous êtes le directeur des opérations de la Software République dont on a déjà parlé ensemble, une alliance industrielle qui travaille vraiment sur la mobilité de demain pour la création de nouveaux services autour de la voiture. Vous allez nous dévoiler bien évidemment qui étaient ces startups qui ont réussi à remporter ce challenge. À côté de vous, Alexandra Cobet, vous êtes la directrice générale de Glide. Glide, c'est une filiale de Renault. Vous travaillez, vous, sur les solutions d'autopartage. Et vous êtes une start-up, mais intégrée dans un grand groupe. Ça nous intéresse de savoir comment ça se passe, cette relation grand groupe, start-up. Comment on gère l'innovation en fait en mode incubé. Mais on va peut-être commencer par ces startups qui ont la chance d'avoir eu un prix aujourd'hui. Éric Fintin, qu'est-ce qu'on a pu découvrir? Écoutez, revenons déjà à l'origine de la demande. L'idée, c'est que dans l'écosystème Software République, on essaye de créer un vivier de start-up intéressantes, non seulement dans l'absolu par ce qu'elles portent, mais aussi par le potentiel de projets très concrets qu'on peut faire avec elles. Notre but, c'est pas de trouver la meilleure start-up du monde, c'est de trouver la bonne start-up avec lesquelles on va pouvoir faire un projet et qui va pouvoir grandir avec nous sur des opérations concrètes de passage à l'échelle. Donc tous les ans, on fait 2 à 3 gros challenges côté Software République. Et sur celui du premier semestre, on va dire, de cette année, on a décidé de s'associer à 2 gros partenaires forts, donc Mobilize, qui est donc la marque de mobilité du groupe Renault, et puis à la région Paris-Île-de-France. On a eu la chance d'avoir Madame Pécresse qui a lancé le challenge avec Luc Julia au tout début de l'année à Las Vegas, au CES. Suite à ça, on a eu énormément de candidatures, un processus de sélection qui était très ancré sur les opérationnels, que ce soit les opérationnels de Mobilize, Alexandra en faisait partie, de Software République et puis de la région. Et ensemble, effectivement, on est arrivé à un consensus très simple, donc ça c'est toujours agréable. Et c'est la société Entropie qui a été récompensée cette année du prix. Pourquoi un consensus très simple alors? Moi j'aime bien dans les challenges quand il y a une sorte d'évidence qui apparaît. Ouais. On n'est pas en train de compter les points au 10e près. Parce que, encore une fois, le challenge, il y a bien évidemment des gros enjeux en termes de financement pour la start-up, puisque derrière ce prix, il y a un financement de la région, il y a des enjeux de visibilité, mais surtout pour moi, il y a la question des projets qu'on va faire en vrai. Et le fait qu'il y ait une forme d'unanimité et de consensus, ça maximise les chances qu'on se revoie dans 6 mois, dans 1 an, non pas avec un prix, mais avec une opération, un produit qui est sur le marché. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et puis Entropie, je dirais c'est vraiment une solution qui propose au service des opérateurs comme Glide pour finalement mettre de l'intelligence artificielle pour repositionner les voitures dans le cadre des flux. Mais je pense que Alexandra en parlera beaucoup mieux que moi. Alors Alexandra, donc vous aussi vous plaît ce gagnant du challenge? Alors oui, je reprends ce qu'a dit Eric. Il y avait une évidence sur cette start-up parce qu'elle répond à un vrai besoin d'optimisation du positionnement des véhicules. Lorsqu'un client, avec un algorithme, on arrive à déceler où est-ce que le client va 24 heures après se déplacer. Donc nous, en tant qu'opérateurs de car sharing, c'est notre principale aussi problématique, c'est de savoir où est-ce qu'on met les voitures pour que pour les utilisateurs, il y ait un taux d'utilisation maximal et puis pour que nous, nos voitures soient placées au bon endroit.
Parce Et au qu'aujourd'hui, bon il y a moment. déjà toutes ces solutions. Vous êtes déjà munis de solutions logicielles pour optimiser l'endroit mais où celle-ci, elle est placer complémentaire. les véhicules. Alors, en fait, aujourd'hui, nous, on édite une solution de station-based. Donc, on précise, les voitures, elles font des boucles. Elles arrivent à un endroit A, elles terminent à un point au même endroit. Ouais. L'avantage de ça, c'est qu'on peut développer le business vers plus du free floating sur des nouveaux business, mais aussi sur déplacer nos stations pour répondre à une vraie demande si on s'aperçoit que finalement, en fait, il vaut mieux la mettre à la sortie d'une gare plutôt que au fin fond d'un arrondissement où elle ne bouge pas assez. Et alors, est-ce que cette start-up Entropie va être incubée? Alors, là, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que cette startup, en fait, elle est déjà incubée dans Software République sur un autre sujet, puisque dans Software République, on a toute une activité autour des services centrés sur les données pour les territoires. Et en fait, on avait déjà identifié cette startup avant, et du coup, on l'incubait déjà. Et ce que ça démontre aussi, c'est que cette incubation, elle a permis à la startup de bien comprendre finalement la nature de nos besoins, parce qu'on a travaillé ensemble sur d'autres projets que celui-là, et probablement que ça a contribué à la qualité de sa réponse et à l'adaptation de sa réponse à nos besoins. Donc ça confirme la force finalement de cette notion d'incubation qui finalement bénéficie à tout le monde. Donc en fait, non seulement on l'incube, on l'accompagne, mais on la fait grandir, C'est ça. oui, presque de manière naturelle. Bah, on l'a fait grandir avec les Elle fondamentaux. comprend le marché, les besoins du marché. C'est ça, exactement. Elle est Et dans là, l'interne. elle est au milieu. Là, on recevait aussi ce matin sur le stand plusieurs patrons d'agglomération, dont celle de Saint-Quentin-en-Yvelines par exemple, avec lesquels on a effectivement des discussions. Ce qui est aussi intéressant pour nous, grands groupes, c'est de nous challenger sur le fait que ces petites startups, elles peuvent aussi être extrêmement attractives des fois pour les clients. Et les clients préfèrent avoir en front des petits acteurs que des grosses structures comme les nôtres. Et sur d'autres business qu'on fait avec les territoires, Entropie finalement se retrouve en première place pour rassurer le client. Et puis nous, on est derrière à fournir des briques de technologie qui vont être utilisées par Entropie. Ça engage quand même une relation qui n'est pas forcément évidente déjà entre la start-up et le grand groupe. Comment ça se passe? Alors, moi, je la vis au quotidien. Ouais. Très bien. Parce que c'est pas du tout les mêmes tailles d'équipe, Non. pas du tout les mêmes rythmes, encore moins les mêmes chemins de décision. Oui, alors l'avantage c'est que on est très agile dans nos process. C'est vrai qu'à la différence du grand groupe où on doit passer par plusieurs sphères de décision, là ça va extrêmement vite. On fait beaucoup de test and learn, donc on est très proche du client et on adapte, ce qui permet aussi de donner des solutions, comme le disait Eric, qui sont très focus sur le client, avec on répond à une vraie demande en fait, et qui aide aussi le grand groupe à moduler son business model et à travailler avec des clients qui sont aujourd'hui plus les mêmes qu'il y a 10 et il y a 20 ans. Et donc ça change votre manière de fonctionner? Est-ce que ça ralentit un peu le mode de fonctionnement d'une start-up, d'être dans un grand groupe? Ou au contraire, c'est au groupe de s'adapter? Non, il y a une complémentarité. C'est comme dans un mariage, il faut que les deux jouent la carte du compromis. Donc moi, je fais passer mes messages et en parallèle, ça se passe bien, ça se passe très bien. Et puis surtout, on a besoin aussi du groupe pour, en termes de process, de scalabilité. Il y a quand même une échelle de développement qui est énorme avec un gros groupe, plus que la petite start-up pourra faire toute seule avec ses petits moyens et son fichier Excel. Ouais. Et là, vous présentez des choses ensemble, donc sur Vivatech. Alors, avec des startups, oui, pas directement avec Glide, parce que Glide, il y a des nouveaux produits. Glide, c'est côté Mobilize. Voilà, avec, et puis nous, côté Software République, on a présenté un beau concept que vous avez probablement vu avec son jumeau numérique. Ouais. Et là-dessus aussi, il y a énormément de travail avec les startups, puisque dans le cadre du concept, on a intégré 7 startups en plus des grands groupes. Donc on était 12 sur le concept. On a vu Stern Tech, par exemple. Exactement, une belle exemple de start-up sur les française. sciences cognitives et l'intelligence artificielle pour permettre à la voiture de s'adapter à mon humeur. C'est ça, et qui est un élément important et qui est transposable d'ailleurs ailleurs, peut-être un jour dans le car sharing, peut-être bien sûr dans nos concessions, dans des boutiques. Donc il y a beaucoup d'éléments où finalement on peut contextualiser beaucoup mieux la relation avec le client. Je pense que ce qui est important de rappeler, et c'est vrai avec les startups, c'est aujourd'hui on a une vision de la technologie dans Software République qui est une vision humanisée de la technologie. C'est-à-dire qu'on
on est dans un mode où c'est pas de la technologie pour ingénieurs, c'est pas de la technologie pour essayer de faire le progrès absolu, c'est vraiment de la technologie dans une logique d'apporter du confort, du bien-être, de la protection aux occupants de la voiture, d'ailleurs comme aux gens qui se trouvent autour. Oui. Et ce qui est intéressant autour de ça, c'est qu'avec les startups et avec les grands groupes, finalement, on a trouvé très vite, quand on a lancé la conception de ce concept car, ce fil conducteur de la protection des gens comme une de nos valeurs communes. Et alors, parmi les défis qui restent encore à relever sur cette relation start-up-grand groupe, quels sont-ils? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin en fait dans un rapport gagnant-gagnant? Question piège. J'ai quelques idées sur le sujet. Moi, j'essaye de le gérer intelligemment avec les startups qu'on incube. La première chose, je pense... Vous êtes un peu une start-up dans le groupe aussi. Oui, alors nous, on a un petit côté start-up, voilà, mais aussi start-up d'un côté, et puis on accumule les process de 6 grands groupes. Donc il y a des fois au sein de l'Alliance, oui. On a des rigidités aussi. Dans la relation avec les startups, pour moi, il y a un certain nombre de fondamentaux. D'abord, une vraie logique de transparence. C'est-à-dire qu'on se dit les choses. Moi, j'ai un point avec toutes les startups qu'on incube tous les 4 à 6 semaines, sans ordre du jour, sans slide, juste un point d'échange. Comment va la startup dans l'absolu? Comment va la relation? Quels sont les points durs? Et on pose les problèmes. Oui. C'est la vie, il y en a, c'est pas un long fleuve tranquille, mais s'ils ne sont pas posés, la probabilité de les résoudre est assez faible. La deuxième chose, c'est vraiment une logique gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne les intérêts de la start-up et qu'on ne soit pas dans une relation complètement égoïste pour nous. Donc il faut un truc équilibré. Moi je dis qu'une coopération, c'est une somme d'égoïsmes. C'est-à-dire qu'il faut venir nourrir nos égoïsmes à chacun. Et si on déséquilibre, ça ne marche pas. Aujourd'hui, vous avez les startups qui sont représentées ici. Aucune de ces startups pouvait se payer un stand à Vivatech. Et pour elles, ça a énormément de valeur. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on leur apporte. Dans l'autre sens, eux nous apportent un certain nombre de briques de technologie. Donc ça, cette notion de gagnant-gagnant, pour moi, est vraiment fondamentale. Et c'est une lutte quotidienne parce que c'est pas naturel. Et alors, Glide a aussi pris un chemin un peu particulier puisque vous êtes désormais une filiale complètement intégrée au groupe. Alors en fait, on l'a toujours été depuis 2015. D'accord. Les fonds ont été apportés à 100% par le groupe. D'accord. Mais on est géré avec une vraie autonomie. C'est-à-dire que moi j'ai une équipe de 10 développeurs qui fonctionnent en intelligence avec Renault Digital, la Software République pour travailler sur d'autres projets. Donc l'idée c'était de préserver quand même cette... Oui, parce que comme le dit Eric, dans le gagnant-gagnant, on peut dire qu'un constructeur est sur une échelle de temps, au mois, à l'année, on fait des plans triennaux, quinquennaux, parce que c'est de l'industrie. Et nous, petite start-up, on est sur une échelle de temps à la semaine. Donc moi, je fais des weekly reports en permanence pour dire, voilà, le chiffre d'affaires, mes coûts, j'en suis, et comment on pilote une activité au day-to-day en ajustant au max. Et il est clair que la force de frappe commerciale de communication, c'est ce qui fait qu'il nous aide en fait, puisque moi, une grosse partie aussi de mon chiffre d'affaires est fait grâce aux connexions qu'il peut y avoir dans le groupe. Alors je vais qu'on termine revenir sur ce challenge. C'est un challenge autour de l'IA pour la mobilité de demain. Ça, c'est le sujet du moment, l'IA. Oui, alors, oui et non. On essaye d'éviter les buzzwords. L'IA, c'est un moyen. Vous n'avez pas mis IA générative. Ouais, voilà, et blockchain. Intelligence augmentée aussi. Voilà, donc non. Moi, j'essaye, et puis Luc Julia, mon patron, on le rappelle souvent, hein, ça reste un outil, de la trousse à outils. Alors, on a tous nos images et nos comparaisons. Moi, il y en a deux que j'aime bien. Donc, il y a le couteau. C'est-à-dire que c'est un super outil. Quand on a inventé le couteau, ça a permis de faire plein de choses, mais ça a permis aussi de faire des choses très mauvaises. Et donc, il faut apprendre à le gérer. L'autre exemple que j'aime beaucoup dans la manière de fonctionner avec l'IA, et en particulier l'IA générative, c'est, moi j'appelle ça un très bon stagiaire. Donc c'est quelqu'un qui est bien câblé, qui a fait ses études, qui est intelligent, mais qui ne sait rien faire. Il faut bien le former. Et on va le guider, on va l'aider, on va l'ajuster, et là il va sortir des trucs super. Ouais. Si on le laisse tout seul, ça fait des catastrophes. Et bien alors justement, on a rendez-vous avec Luc Julia, juste après vous. C'est la suite de la séquence dans Smart Tech.
Alors on va se projeter sur cette révolution de l'intelligence artificielle, ce que ça représente véritablement sur l'ensemble du marché bien évidemment, mais ici on est avec Renault, donc on va s'intéresser aussi à cette révolution pour les constructeurs automobiles. Luc Julia, vous êtes avec moi, merci beaucoup d'accepter cet entretien dans Smartech, donc illustre directeur scientifique du groupe. On cite souvent dans votre parcours le fait que vous êtes à l'origine des brevets majeurs qui ont permis à Apple de développer un assistant intelligent qu'on connaît sous le nom de Siri, mais vous êtes passé aussi par plein d'autres grands géants de la tech. On peut citer notamment Samsung. Vous êtes en fait un des pionniers de toute la communication entre les objets intelligents et votre regard aujourd'hui sur l'intelligence artificielle nous intéresse énormément. Peut-être déjà nous dire si ça représente véritablement une révolution dans l'industrie automobile. Alors, dans l'industrie automobile et dans toutes les autres industries d'ailleurs, parce que l'application des intelligences artificielles, parce qu'il faut arrêter de fantasmer. Alors je vais commencer par donner ma définition d'intelligence artificielle. Oui. Si j'ai à donner la définition, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils différents et donc il faut parler des intelligences artificielles qui sont très spécifiques. Et du coup, ça nous permet d'arrêter de dire n'importe quoi sur ces intelligences artificielles, dont le fait que c'est une révolution. C'est pas une révolution, c'est une évolution. Ni une petite, ni une grande, c'est une mutation. C'est une continuité de ce qui se passe depuis 70 ans maintenant. Les intelligences artificielles ont commencé en 1956. Et on les utilise de plus en plus maintenant, on en parle de plus en plus. S'il y a une révolution, c'est la révolution de la communication sur les IA qui se passe depuis le mois de novembre 2022 où ChatGPT est arrivé. Et donc ChatGPT, il y a deux morceaux, il y a Chat et GPT. Alors la partie GPT, en fait, c'est pas nouveau du tout parce qu'on en fait depuis cette partie d'intelligence artificielle-là depuis 6 ans, depuis 2017. La partie révolutionnaire, c'est le chat. C'est-à-dire qu'on a mis à disposition cette technologie pour tout le monde, d'une manière très très simple à travers un chat, ce qu'on appelle le prompt, où les gens peuvent taper n'importe quoi et donc utiliser ces IA. Donc la révolution est dans l'utilisation pour tout le monde, mais elle n'est pas dans la technologie elle-même. Ouais, mais c'est ça qui fait que c'est très perturbant, parce qu'à partir du moment où on met une nouvelle technologie entre les mains de tout le monde, eh bien on peut imaginer tout et n'importe quoi. Ouais. Alors vous nous avez dit dans Smartech la dernière fois, vous nous avez dit quand même la bonne nouvelle, c'est qu'on a appelé ça des IA génératives et non créatives. Il faut bien faire cette distinction. Oui. Exactement, c'est très très important parce que ça va montrer que la créativité reste du côté de l'humain. Donc ces IA elles ne vont que générer des choses qu'elles ont déjà vues en quelque sorte. C'est des IA qu'on appelle de complétion. C'est-à-dire qu'on leur donne ce prompt, elles vont chercher dans ces milliards de données qu'elles ont, elles vont chercher quelque chose de similaire et elles vont compléter avec ce qu'elles ont déjà vu. D'accord ? Donc la créativité reste de notre côté. Par exemple, quand on parle d'une IA qui va générer des images, Midjourney, c'est une qui est très connue. Midjourney, quand je vais l'utiliser, je vais dire dessine-moi une vache verte sur la tour Eiffel. Et donc elle va effectivement me générer des images de vaches vertes sur la tour Eiffel, et je vais les reprendre, je vais les rechanger, je vais lui refaire avaler, refaire générer, jusqu'à ce que ça ressemble à ce que j'avais dans ma tête quand j'ai imaginé cette vache verte sur la tour Eiffel. Mais la créativité, elle est justement dans ce que moi j'avais dans la tête. Enfin, avoir l'idée d'une vache verte sur la tour Eiffel, je veux dire, c'est un peu bizarre, mais c'est ma créativité. Et donc j'ai rentré ça dans le prompt. La créativité reste du côté de l'humain et ces IA génératives ne font que générer. Elles sont excessivement puissantes, excessivement intéressantes. Elles sont des aides à la création parce qu'effectivement, moi, je ne sais pas dessiner une vache verte sur la tour Eiffel, donc elles vont m'aider à faire ça. Mais c'est comme Photoshop il y a 20 ans, quand on pouvait utiliser ces logiciels d'aide à la création d'images, maintenant c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus accessible. Mais le point sur l'accessibilité, le problème effectivement c'est que on a donné accès à tout le monde sans les éduquer, sans leur faire comprendre ce que c'est et ce que c'est pas. Et oui, parce que là, Luc Julien, vous parlez de Photoshop, typiquement, tous ces outils de graphisme très pointus. Il y a des professionnels pour ça. On apprend à utiliser ces logiciels qui sont fortement complexes. Or, avec le prompt, on a l'impression qu'il n'y a pas besoin d'être sachant. Tout à fait. Il n'y a pas besoin, justement, c'est cette interface qui est révolutionnaire, le fait que juste avec quelques mots, on peut utiliser ces IA. Mais malheureusement, effectivement, il faudrait comprendre, il faut apprendre, parce qu'elles ont des limites, ces intelligences artificielles. On sait maintenant, on le sait de plus en plus, mais pas encore assez, je pense, qu'elles sont pas très pertinentes.
il y a des études qui ont été faites finalement, parce que ça prend du temps pour faire ces études, où on a fait passer des millions et des millions et des millions de faits sur ChatGPT par exemple. C'est une université de Hong Kong qui a fait ça, et on voit que finalement c'est pertinent qu'à 64%. Alors 64% c'est bien, mais c'est que 64%, ça veut dire que 36% du temps, elle vous dit n'importe quoi. Et donc ce genre de choses-là, il faut l'expliquer aux gens, parce que sinon ils vont prendre ça comme argent comptant, et ils vont générer n'importe quoi en disant que c'est la vérité. C'est ça, et puis apprendre à générer des prompts. On a reçu la chercheuse de Nukai qui nous a dit nous on travaille en fait sur la manière dont on va pouvoir apprendre à mieux générer ces prompts qui vont nous donner de meilleures réponses. Exactement. Quand on commence à comprendre l'outil, quand on commence à comprendre comment l'outil marche, on va effectivement l'utiliser beaucoup mieux. Et là en l'occurrence c'est un outil de langage naturel où il faut rentrer ses prompts. Ce qui est rigolo aujourd'hui dans la Silicon Valley, le nombre d'entreprises qui sont créées autour de la création de prompts. Donc ils se spécialisent dans la création de prompts. C'est un peu comme, encore une fois, il y a 20 ans, c'était les entreprises qui étaient spécialisées dans l'utilisation de Photoshop. Et aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont spécialisées dans la création de prompts. Et les boîtes qui réalisent qu'ils ne sont pas très forts à générer ce qu'il faut comme prompt, à créer les bons prompts, ils vont voir ces entreprises pour qu'ils les aident à créer les prompts. Donc c'est assez rigolo de voir ça, mais ça montre quand même que c'est en fait un métier finalement de créer ces prompts et que c'est pas si facile que ça. Et que ça peut devenir très stratégique. Alors, le groupe ici, là, Renault, a la chance quand même d'avoir Luc Julia à ses côtés. Comment est-ce que vous portez ce sujet de l'intelligence artificielle, mais de manière générale, j'ai envie de dire, d'une nouvelle façon de concevoir les objets et leur interaction avec les humains? Alors d'une part, on n'utilise pas l'intelligence artificielle, seulement l'intelligence artificielle générative. On utilise toutes les intelligences artificielles. Comme je disais tout à l'heure, c'est une boîte à outils dans laquelle il y a des multiples outils. Et donc, effectivement, les intelligences artificielles génératives peuvent être utilisées d'une manière intéressante pour les designers, par exemple. Le designer va avoir une idée d'un design, il va pouvoir rentrer ça dans cette IA générative, ça va lui générer des trucs qui vont ressembler à ce qu'il avait dans la tête mais qui vont lui donner d'autres idées et il va pouvoir l'utiliser pour itérer sur un design. Donc très intéressant au niveau du design, donc tout à fait au début de la chaîne de la conception des voitures. Après ça, on peut utiliser des IA qu'on va appeler des IA plus classiques, qui vont être des IA qui vont être statistiques dans les usines par exemple, où on va récupérer les données des robots. On a beaucoup de robots, on a beaucoup de données depuis des années et des années. On peut récupérer ça pour prévoir quand est-ce qu'une machine va tomber en panne. Donc ça, c'est le genre de choses qui sont relativement faciles, je ne dis pas que c'est très facile, mais qui permettent d'être beaucoup plus efficaces et de gagner en productivité par exemple. Parce que si on sait qu'un robot va tomber en panne demain, je vais rediriger la chaîne et les gens sur la chaîne ailleurs pendant 1 ou 2 jours pendant que je répare le robot. Et j'aurai pas d'interruption sur la chaîne de fabrication. Donc ce qu'on appelle la maintenance prédictive est très intéressante là. Après ça, quand on continue dans la chaîne, une fois qu'on est passé là, on a la voiture elle-même. La voiture elle-même, évidemment, on peut avoir beaucoup d'IA, des IA qu'on va appeler des IA de perception, qui vont nous permettre de comprendre le contexte de la voiture et de voir que on est plus en sécurité quand on a une voiture qui va réagir en fonction des potentiels dangers qu'il y a autour de nous. Donc avec des caméras, des radars, des lidars, etc. Donc ce qu'on appelle les ADAS, les aides à la conduite. Donc c'est pas forcément de la voiture autonome, on va pas aller chercher la voiture autonome, mais on va aller voir des aides à la conduite qui sont très intéressantes, qui vont finalement me mettre en sécurité dans ma voiture. Donc il y a aussi beaucoup d'IA ici. Et l'étape d'après, c'est ce qu'on a vu sur la grande scène le jour d'ouverture de Vivatech, avec l'arrivée de ce concept car, Human First Vision. Exactement. Donc le but du jeu, après, on rentre dans la voiture maintenant, et Human First, l'humain, il est dans la voiture, et on va créer ce cocon où il va se sentir bien, et il y a des IA, encore une fois, qui vont me permettre de me sentir mieux dans la voiture, d'avoir une meilleure expérience, de pouvoir aller du point A au point B d'une meilleure manière. Ça va devenir de plus en plus autonome, donc de me permettre de transformer cette voiture en un bureau, en une salle de projection de cinéma. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Et ces IA vont juste me mettre dans ces positions de confort, dans ces positions de sécurité qu'on montre effectivement dans cette voiture, dans ce concept. Quels sont ces autres travaux, projets sur lesquels vous avez beaucoup travaillé et que vous êtes très fiers de présenter ? Vous voulez dire ici, à la bibliothèque, on présente une autre chose qui est une borne de recharge. Oui. Une borne de recharge qui est intelligente. Alors, il faut mettre tous les guillemets qui vont bien autour d'intelligente. Elle fait juste son boulot de borne de recharge. Mais en l'occurrence ici, elle est bidirectionnelle. Donc elle permet à la voiture de devenir ma batterie
quand par exemple les heures, vous avez les heures creuses et les heures, je ne sais plus comment vous appelez ça, les heures hautes, je ne sais plus comment ça s'appelle en France. Donc ça vous permet d'avoir toujours le meilleur tarif d'électricité dans votre maison parce que votre voiture devient la batterie qui est toujours chargée en heures creuses. Et donc c'est des économies substantielles pour un foyer normal. Et là, l'idée, c'était de se dire, plutôt que de demander à l'utilisateur en fait, de réfléchir quand est-ce qu'il peut charger ou non, reverser de l'électricité sur le réseau, on va mettre un logiciel intelligent qui va optimiser tout ça. Exactement, donc c'est de l'intelligence artificielle qui va regarder quel est le meilleur distributeur au moment T et comment récupérer l'énergie là moins chère pour que ça fasse en sorte que je fasse des économies. Bon, et sur le sujet des compétences, parce que j'ai rencontré plein de monde ici, à chaque fois c'était assez crucial comme discussion. C'était, oui, on va avoir besoin, il faut qu'on attire des nouveaux talents, on va avoir besoin de nouveaux profils, les métiers changent. Comment on fait pour les attirer, les nouveaux talents ? Bon, d'une part, que les métiers changent, c'est vrai depuis la nuit de l'humanité. C'est-à-dire que ça continue et ça changera toujours. Donc dès qu'il y a une nouvelle technologie, une nouvelle idée, les tâches changent au moins. Et donc dans les tâches, il y a toujours aussi la maîtrise de l'outil. Donc on dit on enlève des tâches, mais oui, mais on en rajoute aussi. Donc évidemment, on devient de plus en plus productif. On devient aussi on met en évidence de plus en plus les qualités humaines qui sont, elles, très très difficiles à faire par des machines. Ouais. Donc en fait, les métiers sont en général valorisés et donc ils disparaissent pas. Donc on peut parler de ça. Mais sinon, pour attirer les gens... L'IA ne remplacera pas l'IA ne remplace pas l'humain. Je veux dire, il faut quand même le dire et le répéter. Ouais. Par contre, nous, pour attirer les gens, pour travailler sur ces choses-là, justement, on travaille sur des choses concrètes comme le concept qu'on a présenté ici pour pouvoir montrer que Renault, en l'occurrence ici, fait vraiment de la technologie, on fait vraiment des choses intéressantes, des choses pour ce que j'appelle les vrais gens, parce qu'à la fin, je veux dire, on veut que ce soit les vrais gens qui utilisent nos objets et qui soient heureux en utilisant ces objets. Ça devient une entreprise de logiciels en fait. Pratiquement. C'est une entreprise de tech, c'est la vision de Luca De Meo quand il est arrivé il y a maintenant un peu plus de 2 ans à la tête du groupe. Il a tout de suite dit je veux transformer Renault en tant qu'entreprise de tech. Et entreprise de tech, ça veut vraiment dire aujourd'hui entreprise de software, entreprise d'IA. Et ça veut dire donc aussi de nouvelles compétences à acquérir. Exactement, donc nouvelles compétences, soit à acquérir, comme vous venez de dire, c'est-à-dire que à l'intérieur du groupe, autour on peut faire de la dans formation. Vos équipes, des data scientists, vous en manquez comme tout le monde On en manque comme tout le monde, mais on en forme aussi. C'est-à-dire qu'on a des programmes de formation à l'intérieur du groupe. Avec nos partenaires aussi, on crée une académie afin de faire ces formations entre nous. D'accord, parce que tous on manque de ces compétences, mais c'est on est l'académie capable. Au sein de la Software République, La Software République, oui. Et donc du coup, entre les 6 gros partenaires de la Software République, on crée une académie qui nous permet d'échanger des méthodes, d'aller chercher des formations pour faire en sorte de faire ce qu'on appelle le reskilling en bon français de nos collaborateurs. Très bien. Et qui s'occupe de ces formations alors ? Ça peut être des écoles. Donc on va travailler avec des start-up écoles, on va travailler avec des écoles établies, des écoles nouvelles, pour avoir aussi des nouvelles méthodes de formation qui utilisent très bien le online, etc. Merci beaucoup. On était en compagnie du professeur Luc Julia. Merci encore d'avoir répondu à mes questions. Et bien voilà, c'était la fin de cette séquence de Smart Tech, mais on se retrouve évidemment dès demain. On continue à suivre ce salon sur Bismart.